good morning, good evening, or good afternoon, depending on when you are listening to us. And welcome to the Materials Business Podcast by Infinity Growth. My name is Monica Hernandez, and I am your host. And today it is a very special day because we have a super great panel first. And the second thing that is special about today's episode is that we're going to be doing this interview with those two subject matter experts in French. Yes, we better. And so, um, without any further ado, let me thank you for being here, for being always so supportive, and for having us and then sharing our audiences with all your network. We are very appreciative of that. And without any further ado, I'll let the panelists introduce themselves. Let's go with Johanna first. Well, hello, my name is Johanna Chavez Lara. Oh, sorry, désolé. La première chose, quand j'ai entendu en anglais, je continue en anglais. Je m'appelle Johanna Chavez Lares. Je suis ingénieure chimiste. J'habite au Canada, à la province du Québec. Et j'ai une maîtrise en corrosion de l'Université du Zulia au Venezuela. Et ça fait 18 ans que je travaille dans le domaine de la corrosion, le contrôle de la corrosion. Je suis spécialiste en protection cathodique certifiée par AMP et je suis aussi certifiée par API comme inspection basée sur le risque. Précédemment, je suis aussi la secrétaire du chapitre Québec de AMP. Cette année, je vais commencer en juillet. Puis ça, j'ai accompli dans toutes mes années d'expérience, j'ai travaillé un peu dans le domaine du pétrole et du gaz, aussi dans la consultation, je n'y conseille dans le domaine aussi de corrosion, bien sûr. Puis ça, je pense que ça, Super. c'est le résumé de tout. Merci, OK. Johanna. And congratulations. Merci. Monsieur Madani. OK. Donc, c'est M. Medjani Aldin. Bon, je suis professeur à l'université. Je suis spécialisé en aménagement du territoire et bien sûr aussi en sciences de l'information et de la communication. Donc, j'enseigne à l'université en Algérie et je suis aussi membre dans plusieurs réseaux de recherche scientifique, y compris au Canada, donc, et dans certains pays arabes. Donc, mes axes de recherche sont un petit peu variés. Je m'intéresse à ce qui est aussi développement durable, à ce qui est adaptation au changement climatique, ce qui est aussi a une relation avec bien sûr la communication, ce qui est communication scientifique, ce qui est communication des risques, et puisque cela a une relation entre les deux. Voilà dans ma petite présentation. Ben, merci beaucoup. Et donc, on est ici parce qu'on a entendu les deux personnes parler beaucoup avec les mots risque. Et on va aller chercher un petit peu qu'est-ce que cela entaille dans chacun de vos domaines. Donc, on pourrait commencer, mettons, avec M. Madani. Vous avez une expérience variée allant de l'aménagement du territoire, l'enseignement supérieur, la recherche scientifique. OK. Comment est-ce que ces différentes facettes de votre parcours se sont complétées et comment est-ce que ça a influencé votre approche dans la communication des risques? OK, d'accord. Donc, ça a été, bien sûr, au départ de ma carrière à l'université. Donc, j'ai fait une formation de base, c'était la géographie. Donc, lorsqu'on fait de la géographie, là, on a ce qu'on appelle une discipline un petit peu variée qui s'intéresse à cette fameuse relation entre l'être humain et son environnement et cette interaction qui se passe. Donc, juste après, bien sûr, ma première formation, on peut dire que le premier travail que j'ai exercé, c'était en journalisme.
C'était puisque je voyais que toutes les préoccupations des citoyens avaient bien sûr une relation avec ma discipline. Donc, autrement dit, je faisais ce qu'on appelait, je donnais de quelques solutions. Donc, ça intervenait dans le cadre ce qu'on appelle aussi un nouveau concept qui est sorti il n'y a pas longtemps, c'est le journalisme des solutions. Donc, c'était ce qui est elle-même dans ma spécialité. Donc, je donnais quelques solutions à certaines problématiques. Donc, et par la suite, ça a été, bien sûr, je suis passé aussi dans le côté technique, puisque j'avais la direction d'un bureau d'études, c'était mon propre bureau d'études, j'étais directeur, donc j'avais à faire des études en aménagement du territoire, protection de l'environnement, tout ce qui avait une relation même avec le domaine minier, le domaine de l'investissement, et ça avait aussi une relation avec ce qu'on appelle des études d'impact sur l'environnement, les études de danger pour les installations classées et les projets miniers. Donc, et tout ça, ça m'a donné en même temps une relation entre ces disciplines. Et le journalisme, là, on se pose la question, quelle est sa place ici? Donc, je me suis spécialisé beaucoup plus pour l'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire, c'est comme si aménager un territoire pour que les citoyens puissent vivre confortablement. Donc, on a un point important à l'intérieur, c'est que comment impliquer le citoyen dans cette prise de décision. Cela amène bien sûr un aspect plus important. Un volet très important, c'est le volet de la communication de l'information. Donc, comment doit-on communiquer et informer le citoyen pour arriver à une variante en aménagement du territoire, ou que je sois aussi en ville à une échelle bien réduite. Donc, c'est ça la relation. Donc, sans communication, sans information, on peut. Maintenant, ce n'est que les dernières années, je pourrais dire qu'on commence à parler de concertation avec la population. Le fait d'aller dans la concertation avec la population, ça fait partie aussi des techniques que peuvent utiliser les journalistes et les gens qui sont spécialisés en de l'information et de la communication avec tous les outils disponibles qu'on peut avoir. Et donc, c'est là que ma carrière, bien sûr, avec le temps, lorsque je suis passé du bureau d'études, j'ai intégré l'université pour poursuivre mes études supérieures. C'était un magistère, ensuite un doctorat. Et tout de même, je suis resté lié au journalisme, puisque là, j'ai enseigné dans les départements de journalisme et sciences de l'information. J'ai même aussi contribué, bien sûr, dans l'ouverture de certains masters en mass média et développement durable, mass média et société. Et c'est là que je me suis intéressé beaucoup plus à ce qu'on appelle la communication des risques et communication des crises. Et je me suis aussi spécialisé dans l'enseignement des étudiants de journalisme. Comment doit-on faire aussi pour bien communiquer, bien sûr, l'information scientifique. Donc, c'est là que tout ça, j'ai trouvé que cette relation entre les disciplines, ça a contribué dans ma formation, et même maintenant, même pour mes doctorants là, que j'encadre, là, ils ont cette relation entre la communication et les autres aspects qui sont liés, que ce soit à l'environnement, que ce soit à l'aménagement du territoire, que ce soit au développement. Donc, c'est une complémentarité, bien sûr, entre ces deux disciplines. Donc, en gros, voilà ce que je peux présenter, ce que je peux donner sur ce point. Et bien sûr, avec le temps, c'est que, à fur et à mesure que ces réseaux sociaux se développent, bien sûr qu'on voit l'importance de cette communication, et bien sûr, toute spécialité ne peut pas prospérer ou se développer sans qu'il y ait un accompagnement des spécialistes en santé de l'information et de la communication. Voilà. Oui, absolument. On avait parlé de ça avec Johanna la dernière fois qu'elle est venue. C'était un des points qu'on a fait beaucoup d'emphasis parce que dans notre domaine aussi, il faut qu'on communique. Dans n'importe quel domaine, comme vous l'avez dit. Il faut qu'on communique. Puis la façon avec laquelle on est capable de passer le message, donc elle va déterminer quel type de succès on va avoir dans ce qu'on transmet. Puis c'est ça qu'on disait avec Johanna.
Johanna a travaillé Oui, beaucoup dans le secteur pétrolier, le oil and gas, et comme elle a dit dans son introduction, mais aussi dans la prévention des risques. Et puis, autant pour la durabilité de toute les actifs, l'infrastructure c'est ça. des actifs. Donc, c'est lié exactement à tout ce que vous avez dit aussi, Johanna. Est-ce que tu as Oui, quelques remarques au sujet? oui, c'est justement ça, parce que quand on travaille dans les domaines, je vais mettre l'exemple du pétrole, que c'est vraiment, il y a plusieurs régulations. C'est ça, c'est là que j'ai commencé. Ben, je travaille toujours pour le public, mais comme si on dit comme de façon cachée, parce que j'ai comme des projets pour lesquels j'ai travaillé avec des organismes, des compagnies. Donc, et ça, c'est sûr qu'on tient en compte tout le temps l'environnement et les gens. Mais ça, quand j'ai commencé, quand j'ai travaillé l'année passée dans l'industrie du pétrole, j'avais comme des communications directes avec le public parce qu'il y en avait des canalisations qui passaient dans les cours de gens. Donc, c'est à ce moment-là, je me suis réalisé comme l'importance que la communication, comme vous savez dit, a dans le message qu'on veut passer. Parce que ça, moi, dans ma tête, c'était comme, OK, on va faire la communication technique, le type nous devions faire des tests de protection cathodique dans leurs cours, les cours de leur maison. Et ça, c'est pas tout à fait vrai qu'on va dire comme les mots techniques, pas les étapes techniques. Ça, il faut communiquer d'une façon que la personne comprenne l'importance de ce qu'ils ont fait dans leur maison. Ça, donc, il a fallu qu'on me contacte, comme vous savez bien, des spécialistes en communication pour passer le message d'une façon d'avoir du succès avec les gens, parce que sinon, ils pourraient comme facilement dire, ah, on ne vous laisse pas entrer dans notre maison faire des tests. Qu'est-ce que vous faites? Donc, oui, c'est énormément, c'est une immense importance. Aussi, dans les cas de durabilité, on travaille, c'est sûr qu'il y a plusieurs risques et on les tient en compte, des risques environnementaux, puis avec santé, côté santé, sécurité pour les personnes. Et ça, ce type de risque, c'est bon quand on complète ou on travaille sur un projet, les communiquer aux parties prenantes de ces projets-là. Donc, je peux faire un travail dans une quai au Québec, faire la modernisation d'un quai, mais ça, c'est toutes les étapes ou le- les actions qu'on prend pour améliorer consommer moins d'énergie dans nos travaux. C'est bon comme qu'on communique ça aussi au public, que c'est pas juste un travaux de construction, mais toutes les pas puis les actions qu'ils ont fait pour l'environnement et pour eux-mêmes, pour leur santé. C'est pour les animaux, côté protection catholique, il y a beaucoup de mouvements maintenant avec le côté phonique quand on utilise protection cathodique dans l'eau. Donc, et ça, il faut qu'on communique toute cette expérience-là au public, bien sûr, pour leur faire croire dans ce qu'ils ont fait de côté des génies, mais aussi pour que les gens s'intéressent un peu plus, puis ça, que, mettons, les jeunes connaissent, puis peut-être aiment qu'ils ont fait, puis ils décident de venir travailler dans ce domaine-là. Donc, et ça, je pense que c'est comme l'avantage d'avoir une bonne communication. Tout à fait. Donc, on y parle de journalisme scientifique. Puis on dit que ça a un rôle essentiel. Puis tout ce que vous avez dit, c'est parfaitement d'un point. Il faut sensibiliser le public, il faut leur arriver dans leur terme, il faut leur attraire, puis les faire croire à ce qu'on veut pour qu'ils voient c'est quoi l'objectif, puis qu'est-ce qu'on veut faire. Donc, avez-vous un exemple, mettons, de comment est-ce que vous avez réussi à faire ça, like, chacun de vous, ou quelque chose que vous voudriez dire, oh oui, dans ce projet-là, qu'est-ce qu'on a fait pour réussir à faire passer le message de la façon qu'on voulait, c'était ça.
OK, donc c'est à moi de commencer. OK, Oui. For sure. OK, d'accord. Donc c'est pour lorsqu'on parle de journalisme scientifique, c'est là on parle exactement de cette formation qui vient. Cela veut dire que c'est beaucoup plus de gens ou des personnes qui ont une formation scientifique et qui vont faire du journalisme, se perfectionner au journalisme. Donc, il y a deux variantes. Donc, et certains qui sont dans le journalisme eux-mêmes et qui vont recevoir une formation dans le côté scientifique. Donc, généralement, ceux qui réussissent davantage, c'est les gens qui sont dans le côté scientifique, ils ont une formation purement scientifique, ils font un accompagnement pour suivre notre formation en journalisme pour développer les techniques de rédaction et aussi ce qui est important pour la communication. Donc, généralement, lorsqu'on parle de journalisme scientifique, pour essayer de faire passer le message, là, il faut tout d'abord collecter les données, savoir comment les connecter et aussi savoir les simplifier l'information pour permettre aux gens de comprendre aussi et à qui s'adresser. Bien sûr, là, c'est qu'on s'adresse à un public qui est vraiment large. Donc, on doit utiliser certaines expressions qui sont faciles à comprendre. Aussi, il faut ajouter le côté argumentation. Donc, on doit argumenter et justifier toute information. Et là, lorsqu'on va à ce trio d'informations, donc collecter l'information et les données, simplifier l'information et argumenter, et bien sûr vérifier est-ce que c'est vrai ou faux. Là, on revient à l'aspect scientifique lui-même, donc le processus scientifique qui passe par cette démarche. Donc, généralement, et c'est de cette manière-là qu'on arrive à développer une information scientifique qui va aider les gens à comprendre certains phénomènes, que ce soit aux problématiques, que ce soit en environnement, ou problèmes de société, ou en développement, ou n'importe quel sujet, et donc et de communiquer avec ça. Ça pourrait être, lorsqu'on soulève un problème, ça pourrait dans un article seulement, ou une émission seulement, ça pourrait aussi être dans plusieurs émissions, plusieurs articles selon l'ampleur de l'information. Donc, certaines informations nécessitent de revenir plusieurs fois pour mieux simplifier. Donc, c'est là que, comme j'ai dit tout à l'heure, je reviens au point qui est plus important, c'est cette question de concept de journalisme des solutions. C'est un concept vraiment nouveau. Donc, pour ma part, là, j'ai fait du journalisme avec des solutions sans que je me rende compte. Donc, puisque là, lorsque j'étais dans le journalisme, et c'est par la suite là que j'ai compris que je me suis, bon, j'ai avancé, puisque là, ça a été quelque chose qui me touchait. Je faisais ça avec amour, le journalisme. Donc, c'est pour ça que je donnais à chaque fois des solutions. Et donc, le concept, lorsqu'on dit concept journalisme des solutions, cela veut dire qu'on doit, bien sûr, sortir de cette couverture standard, une couverture simple, donner l'information simplement, ou par exemple, donner toutes les données, toutes les informations qui sont disponibles. Mais il faut y aller à trouver les solutions possibles pour aider les responsables ou aider les personnes à trouver une solution convenable. Donc, s'il y a par exemple 2 ou 3 solutions à quelque chose, ils seront donnés dans l'article lui-même ou dans l'information qu'on va donner, que ce soit dans une émission ou autre. Donc, je me rappelle, là, j'ai posé, il y avait un certain moment un séminaire là où j'ai participé, il y avait des journalistes qui faisaient, c'était des journalistes du terrain à la télévision, donc bien connus. J'ai posé la question, pourquoi vous n'utilisez pas le journalisme avec des solutions? Ils m'ont répondu que ça prenait du temps. Pour faire travailler un article, ça prend du temps, puisqu'il il a l'information, il doit chercher la solution. Pour eux, ça prend du temps, mais à mon avis, là, ce n'est pas question qu'ils prennent du temps, mais généralement, le journalisme avec du solution doit être donné aux gens scientifiques. Donc là, c'est beaucoup plus facile pour le journalisme scientifique. Donc là, à mon avis, je vois qu'il faudrait coupler journalisme scientifique et avec journalisme, avec des solutions pour arriver, bien sûr, à plus une efficacité dans l'information et pour aider, que ce soit les membres du gouvernement ou les décideurs ou les responsables, et bien sûr aider aussi
les citoyens et les personnes, peut-être, ils vont trouver dans un article toutes les solutions et toutes les informations qui peut-être sont à leur disposition. Donc maintenant, ils sauront simplement qu'ils vont les appliquer. Donc je reviens maintenant à ce qu'elle a dit tout à l'heure, Joanna, sur ce qui est conduite et population, etc. Donc, et comment communiquer avec les gens. Généralement, on parle de ce fameux concept aussi qui est sorti il y a quelques années seulement, c'est cette acceptabilité sociale. L'acceptabilité sociale des projets, et ça a été beaucoup plus dans les projets miniers, les projets pétroliers, gaz de schiste, etc. Donc, tout ça, cette acceptabilité sociale, par exemple, j'ai eu un petit problème avec cela. C'était dans le domaine minier, il y avait un grand gisement. Un gisement minier avec une grande réserve. Donc, tous les documents étaient faits convenablement, normalement, l'exploitation allait se dérouler le plus normalement possible, mais il y avait une partie de la population qui s'est opposée. Donc, avec des arguments, parfois des arguments qui étaient, on pouvait dire, acceptables, puisque généralement, lorsque la population s'oppose, elle utilise un argument, mais en réalité, peut-être que ce n'est pas le bon argument. Ils ont quelque chose à dire en arrière. Donc là, là, on est allé voir la population pour leur poser la question. Vous n'êtes pas d'accord pour le projet, pourquoi? Est-ce que vous avez des solutions pour que notre projet arrive ou passe? Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Eh bien, ils ne soulevaient pas réellement, le discours officiel, ils soulevaient le problème environnemental. Ils disaient la poussière et la pollution, etc. Mais en réalité, c'était autre chose. Ils disaient, on a nos enfants qui sont ici, on veut des emplois pour nos enfants dans cette exploitation minière. Vous voyez là? Donc, c'est ça. C'est ça, pour l'acceptabilité sociale, tout d'abord, il faut aller communiquer avec la population. Lorsqu'on est allé communiquer avec la population, ce n'était pas l'argument qu'ils ont lancé, mais ils ont sifflé à notre oreille qu'ils veulent des postes d'emploi. Et on a donné, bon c'est pas moi, c'est les décideurs là qui étaient pour l'exploitation. Lorsqu'ils ont accordé les postes d'emploi, le projet a fonctionné le plus normalement possible. Donc, en matière d'acceptabilité sociale, il faut aller poser la question à la population et avoir une réponse parfois bien avant le projet pour les préparer à accepter un projet. Voilà, cette solution. Voilà, en globalité, c'est ça. Wow. OK. C'est quelque chose. Puis c'est une histoire complètement réelle. J'ai parlé avec quelqu'un dans une mine, dans le nord du Québec. Et il avait à construire un éolien. Puis la population, encore une fois, il s'est opposé à la première approche. Mais lorsque on a commencé à checker c'est quoi les problèmes, ils ont arrivé, la même population est arrivée avec de meilleures solutions. Il y a un autre endroit où est-ce qu'il y a plus de vent et c'est plus éloigné, on ne va pas écouter autant l'éolien, mais il va être plus profitable pour le projet en fait. Donc, c'est vraiment incroyable qu'est-ce que vous dites là, parce que le plus, puis on a parlé ça avec d'autres panélistes aussi, le plus qu'on met des gens sur la table, de différentes approches, de différents genres, de différents domaines, comme Joanna disait tout à l'heure, il a fallu qu'elle cherche l'expertise dans des personnes, dans d'autres domaines, ça enrichit les résultats finaux. Oui, okay. Tout à fait. Parfait, donc. La prochaine question, j'avais, c'est parce qu'on parlait de mon risque. Donc, Joanna, tu as une expérience les risques de la protection d'actifs, une protection cathodique, en fait. Dans les secteurs plutôt pétroliers, gaziers, comment est-ce qu'on
on fait cette rapproche-là des risques et la prévention, la durabilité des infrastructures. Et comment est-ce que tout ça rencontre un point commun pour que ça soit en fait qu'est-ce qu'on veut faire mais dans la durabilité qu'on est en train de parler. Mais oui, c'est ça que le risque c'est large comme bon, puis on peut avoir des risques dans tous les secteurs d'activité. Et on peut avoir des risques financiers d'un projet, des risques environnementaux, des risques de santé, sécurité, des risques pour toutes sortes de risques. C'est sûr que côté durabilité, ça va dépendre de l'industrie. Genre, si c'est une industrie gouvernementale, dans l'infrastructure, que c'est plutôt gouvernemental, ça va être tout le temps qu'un risque financier, puis focusé sur les personnes, sur la santé, puis ça, une infrastructure, il faut que ça dure longtemps, 100 ans, ça pour les ponts, pour les structures de béton armé. Le gouvernement vise maintenant les 100 ans de durabilité. Donc ça, il faut que ça tienne 100 ans. Et ça, dans ce domaine, ça va plutôt lié à l'environnement. Si on a des produits chimiques qui sont encore qui endommagent l'environnement. Donc, et ça, tout ça, du côté durabilité, OK, on voit la conséquence de tout ce domaine-là, mais on voit aussi la probabilité que ça arrive. Puis c'est là que les gens en corrosion, ou ça, on travaille le plus fort. Parce que ça, on étudie les mécanismes, est-ce que ce type d'élément, corrosion ou fissuration peut arriver dans tel contexte. Donc, ça, c'est comme ça, on tient comme les deux des mains pour avoir les risques d'une activité quelconque. Donc, ça, à côté, comment on dit ça au public, c'est là qu'on a toujours l'aide de quelqu'un comme M. Madani, c'est ça, on ne le fait pas tous nous-mêmes. Même côté, quand on fait des études ou des présentations pour des conférences pour des organismes comme AMP ou autres, que c'est plutôt technique. Donc, ça, même là, je pense qu'il serait comme de bénéfice d'avoir toute cette information que vous venez de dire. Mettons, si on pourrait faire comme une espèce de formation de journalisme de solutions, parce qu'en fond, c'est ça qu'ils ont fait, mais probablement, on le fait pas de la meilleure manière pour que ça arrive à tout le monde. Donc, oui, effectivement, ça, le mélange ça, comme des deux domaines, je pense que c'est la clé pour réussir et que ça arrive vraiment comme ça, aux bonnes personnes, à tout le monde, que tout le monde comprenne qu'est-ce qui se passe, puis ça, c'est quoi les risques dans n'importe quel domaine. Tout à fait. OK. Tout à fait. Et je pense que c'est une des choses que j'ai remarqué beaucoup, c'est la, je ne veux pas dire la incapacité, mais on n'en a pas beaucoup d'outils quand on fait juste les techniques. Puis Exactement. on devient, j'ai trouvé la fissure, j'ai trouvé le pitting et tout ça, mais passer cette information de notre excitement comme expert à personne qui prend des décisions. Exact, c'est difficile. Ou même le public, ou même, tu sais, il y a tellement de différentes personnes qui on a besoin de toucher et puis d'une façon d'avoir de notre côté pour que ça soit facile pour nous de faire notre travail. Oui. Et des fois, beaucoup de fois, on réalise pas ça. Puis, oui, exactement. C'est pas quelque chose qui est enseigné dans l'école. On n'a pas beaucoup d'emphasis à comment est-ce qu'on doit communiquer, qu'est-ce qu'il faut passer comme information. Donc, sujet comme aujourd'hui, je pense qu'on a les experts ici des deux, l'académique, scientifique, l'industrie,
Et on est en train de réaliser qu'évidemment, il y en a Oui. c'est un problème. D'abord, c'est quoi la solution? Tout à fait. C'est drôle que tu dis ça parce que, mettons, dans la même protection cathodique, comme tu dis, des fois, je fais des rapports, parce que ça, dans les contextes de génie conseil, on fait un rapport, qui ça serait comme une espèce de journaliste solution. On dit qu'est-ce qui se passe et on propose des solutions. Et ça, des fois, la façon comme les rapports sont écrits, les clients juste lisent comme une phrase, puis ils comprennent quelque chose de la phrase, que probablement c'est pas ce qu'il voulait dire, ou il lit pas comme le reste des solutions ou le reste de l'information, donc ça, pour lui, tout est correct, mais il se peut que non, que les autres paragraphes on était comme rédigés d'une façon ça, la personne à qui on s'adresse comprenne pas ce qu'on veut dire. C'est sûr que si une autre personne qui connaît, qui est dans le domaine de protection catholique, le lit, va dire comme, ah oui, on a un problème. Donc, ça, il faut, comme tu dis, il faut comme s'outiller pour bien faire les rapports et ça, pouvoir communiquer les solutions ou l'objectif de notre rapport, de l'information à la bonne personne qui prend la décision ou qui donne l'argent dans ce cas. Ou au public, mais ça, avec le public, ça, parce que le public, c'est plus large et on a comme tout le monde est là. Tout à fait. Okay. Tout à fait. Okay. Donc, puis on parle de communication, puis ça évolue tout le temps. Là, on a l'intelligence artificielle, puis on a des outils, on a de ci, de ça. Comment est-ce que vous voulez, ou comment est-ce que vous voyez plutôt l'avenir de ce type de communication, la communication scientifique, l'information environnementale? Quels défis et quelle opportunité ça représente? Comment est-ce que vous voyez ça? Donc, je pense que généralement, ça va s'accélérer. Donc, les défis donc les choses s'accélèrent, que ce soit en rapidité. Donc, on a l'information qui va circuler rapide. Et on a aussi l'accessibilité. L'accessibilité à l'information, c'est à travers tous les réseaux qui existent, les réseaux sociaux, ou aussi l'utilisation de l'intelligence artificielle maintenant. Donc, on arrive à avoir un compagnon. Donc, il va nous donner les informations. Comme on peut poser des questions à n'importe qui, un robot, là, il va nous répondre. Donc, toutes ces choses-là vont bien sûr avoir un impact sur les centres de l'information et de la communication et sur, bien sûr, ce qui est journalisme scientifique. Donc, on doit bien sûr prendre quelques mesures, bien sûr, des mesures qui peuvent nous aider à chercher quelle est la meilleure solution, quelle est la meilleure information et tout ça. Bien sûr, là, il faut aussi, bien sûr, aller vers la formation. Donc, la formation, lorsqu'on parle des gens qui sont intéressés en journalisme scientifique, ils doivent se former dans le cadre de la formation continue pour aboutir à quelque chose. Donc, à utiliser leurs moyens ou leur capacité, pleine capacité dans la résolution de certains problèmes. Donc, bien sûr que l'avenir, il nous paraît, d'un côté, un petit peu dangereux aussi, puisque avec cette intelligence artificielle, et aussi on doit s'adapter. On doit s'adapter pour y aller, puisqu'on est obligé. C'est un train qui roule, un train qui marche, donc on doit embarquer, sinon on est laissé sur place. Donc, à mon avis, il faut y aller pratiquement la formation à l'ouverture de certaines spécialités à l'université, centres de formation, etc., tout ce qui est communication, nouvelles formes et ce qui est nouvelles techniques d'information et de communication de la population sur les problèmes qui peuvent avoir la société, bien sûr. Donc aussi, je ne sais pas, je voulais tout à l'heure revenir à certains points qui est lié à certaines interventions que j'ai déjà intervenues dans le cadre de ce qui est changement climatique, résilience aussi des villes,
Donc, ça a été dans un contexte, lié à l'évaluation, l'expertise de certains instruments de planification. Les instruments de planification des territoires, que ce soit une ville ou que ce soit tout un pays. Là, il m'est arrivé de faire l'évaluation et l'expertise des plans d'aménagement du territoire de l'Algérie tout entière. Et une fois aussi, c'était pour des régions. Donc, c'est là qu'on est obligé de revenir au volet lié à la résilience des villes, à la gestion des risques. Comment doit-on déterminer les risques et comment doit-on les gérer? Et puisque ces instruments de planification territoriale, on les appelle aussi territoriales, puisqu'ils sont faits pour traiter toute nature de formes de développement au court terme, moyen terme et long terme. Donc, et là, c'est là qu'il faut avoir des données fiables, il faut avoir des informations sur toutes les natures des risques possibles et comment aussi les gérer. Donc, ça m'est arrivé aussi de faire de la formation pour les fonctionnaires des municipalités qui sont spécialisés dans la gestion des villes. C'était comment gérer les villes et comment aussi faire face à certaines contraintes liées aux risques majeurs, liés au tremblement de terre, liés aussi aux catastrophes, ça pourrait être naturel ou autre. Donc, et là, ça a été aussi, et j'ai contribué aussi à la formation de ce qu'on appelle les techniciens. Donc, lorsque je parle de techniciens de terrain, je signifie les ingénieurs en architecture, en génie civil, architecture, urbanisme, qui sont liés aux organismes, aux sociétés étatiques, publiques. Donc, c'est eux qui font les grands projets, qui font les études. Donc, j'ai été sollicité pour leur faire une formation, comment pratiquement réaliser ces études d'un côté, et d'un autre côté, c'était pour le volet technique, comment communiquer. Donc, parfois, il allait bien sûr présenter leurs études. Lorsqu'ils présentaient leurs études devant un comité d'évaluation, ils n'avaient pas les moyens pour convaincre. Donc, il ramassait chaque fois un sac plein de réserves et de remarques. Il revenait à la société. Il revenait avec pratiquement... Il revenait pratiquement, c'était avec un sac plein de réserves et ça prenait du temps pour les enlever et faire des corrections. Donc, automatiquement, c'est des pertes pour la société. Donc, c'est là que j'ai intervenu pour les aider à mieux communiquer leurs informations, simplicité, comment convaincre les responsables de leurs idées. Et donc, c'était ça, cette formation, elle les a beaucoup aidés dans leur travail. Mais aussi, ça a été aussi donc ma contribution dans le cadre de la gestion des risques liés aux catastrophes. Ça a été sous la coupe d'un organisme international. Donc, on a formé aussi des fonctionnaires des municipalités, que ce soit les gens élus et le côté technique aussi, les gens qui sont dans les techniques. Donc, on a fait un diagnostic sur terrain. Ensuite, on a soulevé les insuffisances en matière de formation et par la suite, on a préparé la formation nécessaire pour les mettre à niveau et les accompagner pour la prise en charge de leurs préoccupations. Et bien sûr, tout ça, c'était bien sûr dans un cadre en général, comment gérer les risques et comment communiquer aussi pour convaincre que ce soit la population ou les responsables. Voilà. Donc, voilà un petit peu ce qui s'est passé. Wow, c'est vraiment quelque chose. Puis ça vient comme faire le sommaire de ce qu'on a dit tout au cours de notre discussion. C'est vraiment important pour tout le monde d'être capable de faire passer le message, non seulement de savoir, d'avoir des connaissances, des expériences, mais aussi être capable de contribuer. Et comment on est capable de contribuer vraiment quand on est capable de communiquer. Exactement, oui.
Super. Ben, le temps est passé vraiment vite. On est à la fin de notre épisode. J'espère qu'on va voir le temps dans un prochain temps de vous savoir encore. Merci beaucoup. Puis, je voulais vous demander, est-ce qu'il y a une dernière remarque pour toute l'audience qui nous écoute? De mon côté, ça serait que j'aimerais faire une formation avec M. Madani pour convaincre les communications et pour Ok, convaincre y a les pas de problème. responsables. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, Il va aller à là aussi- Montréal. Oui. Il est proche d'aller à Montréal, donc vous pourriez aller. Ok, pas de problème. Oh, mais Donc, c'est vraiment intéressant. Dans le fond, c'est drôle parce que c'est une chose que dans la vie, on sait que les gens qui communiquent mieux ont probablement des résultats plus rapidement. Ou, ça, c'est qu'on on voulait peut-être qu'on les voit qui ont des résultats plus faciles, mais c'est juste le fait que les gens qui communiquent mieux, ça, c'est sûr qu'ils vont avoir ça, des bénéfices. ok. Donc, c'est vraiment important de passer un message. Oui. Oui, généralement, donc, un dernier message, là, je dirais que cette relation entre environnement et gestion des risques et communication, c'est une relation importante puisque lorsqu'on dit que on s'occupe pour cette convergence environnementale, donc ça a une relation avec tous les secteurs, avec tous les parties, que ce soit publics et privés, et l'élément essentiel qui relie tout ce monde et tous ces secteurs, c'est bien sûr c'est les sciences de l'information et de la communication. Donc, c'est pour cela que cette communication elle est importante. Là, et je reviens, Johanna, cette question que vous avez dit tout à l'heure, c'était pour convaincre. Lorsque j'ai fait cette formation pour les techniciens, les ingénieurs, pour convaincre, pour accepter, pour que les responsables acceptent leurs études, les responsables de cette société ont dit par la suite, Monsieur Madani, est-ce que vous pouvez faire cette formation au directeur des antennes? Ils ont des antennes un petit peu partout. Je suis obligé de leur faire cette formation aussi. Voilà. Donc, oui, c'est intéressant, comme vous avez dit tout à l'heure, Oui. c'est vraiment intéressant pour se développer, même pour Oui, avoir. c'est ça. Pour la vie Ouais. en général. Si on a un Ouais. problème dans la banque ou ça, je sais pas, avec la compagnie de téléphone, c'est sûr que Oui. on peut utiliser cet outil pour améliorer notre vie en général. Oui, voilà, et même dans ce point-là, pour accompagner les gens dans leur vie quotidienne, jusqu'à maintenant, je garde le contact avec 2 personnes, 3 personnes de cette société qui étaient des ingénieurs, mais avaient des difficultés pour s'exprimer et communiquer. Ils me disent jusqu'à maintenant que tu as complètement changé notre vie. Oui. Puisque là, ils avaient un inconvénient, un obstacle, et ça a influé sur leur personnalité, sur leur physique, sur leur vie quotidienne et personnelle et tout ça. Donc, c'était une formation standard, mais elle a eu un effet positif sur leur vie sociale et vie personnelle. Et c'est vraiment intéressant. Ouais. Oui. Ok. Tout à fait. Bon. Bello, merci beaucoup, vous deux, pour venir et faire notre premier épisode en français. Ok. Merci d'être toute cette super enrichir notre channel avec toutes les choses qu'on vient de parler. Définitivement, je pense, pour fermer, je crois que si on est capable de gérer les risques personnels, puis l'un d'eux, c'est comment s'exprimer proprement. Ok. Donc, on est capable de faire beaucoup de choses dans n'importe quel environnement, dans la vie quotidienne, comme vous l'avez dit, ou dans la profession. Donc, je pense qu'on commence avec nous-mêmes et comme ça, comme vous l'avez dit, on fait la spirale qui, Oui. à l'entourage, ça commence à changer juste parce qu'on vient de faire quelque chose de bon avec nous-mêmes. Ok. Bien, sur ça, merci beaucoup. J'espère qu'on va avoir beaucoup des épisodes en français. Là, je pense mon français commence à revenir tranquillement.
Oui, franchement, Super bien. oui, c'est bien. Puis Oui. merci beaucoup à tout le monde qui nous écoute aujourd'hui. Puis on va revenir la prochaine semaine avec un autre épisode. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Bye. Bonsoir. Au revoir.